Alors, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus à cette nouvelle séance. Donc, si vous me recevez, merci de confirmer. Bonsoir, Monsieur Bado. Bonsoir à toutes et à tous. Oui. Monsieur Traoré, comment vous allez? Oui, merci, je vais bien chez vous. Oui, ça va. Dieu merci. Ok. Bonsoir, Madame Kofi, qui nous avait abandonnés. Bonsoir, professeur. Oui, je suis très heureuse d'être là. J'avais eu des problèmes de santé. Je suis là maintenant. Mhm. Merci. Ah, d'accord. J'espère qu'il y a du mieux maintenant. Oui, oui, par la grâce de Dieu. Merci infiniment. Merci. Bonsoir Merci. à Donc, tous. Mhm. bonne arrivée. Il est 20h11. Nous ne sommes que cinq inscrits pour le moment. Bonsoir, Monsieur Tiliani. Comment vous allez? Bonne arrivée. Bonsoir, Monsieur Bado, et bonsoir tout le monde. Yasmine Savadogo, bonsoir. Monsieur Savadogo Ali, bonsoir, bonne arrivée. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup. Alors, un volontaire, il est 20h12 à ma montre. Peut-être les autres pourront nous prendre en marche. Un volontaire nous rappeler ce qu'il a compris du module précédent. Le SIMDUT. SIMDUT, rappel du SIMDUT. Oui, Madame Kofi. Oui, merci, Monsieur Bado. Bon, c'est vrai, je n'étais pas là, mais j'ai regardé un peu l'enregistrement. Nous avons parlé du SIMDUT, qui est le système qu'on a défini comme étant le système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail. Et naturellement, on a commencé la session par définir ce que c'était une matière dangereuse. Donc, on a précisé que on devait entendre par matière dangereuse toute matière qui aurait comment dire, le potentiel de nuire, voilà, de nuire à la santé, non, de nuire à l'homme et également à l'environnement. Donc, nuire à l'homme, c'est nuire à l'intégrité physique, mais également à la santé également de l'être humain. Et vous nous avez expliqué un peu l'origine de, du SIMDUT qui provenait donc, ce qui était un système canadien au départ et finalement qui a évolué au SIMDUT 2015 qui a intégré des notions de telle sorte à devenir international. Donc, les, il y a eu une harmonisation de tout ce qui est classification. Donc, peu importe où on se trouverait, on parle maintenant le même langage avec les mêmes classifications de partout dans le monde. Et vous nous avez expliqué également les trois éléments clés qui composaient le SIMDUT, notamment l'étiquette qui est fournie par le fournisseur. Donc, cette étiquette-là comprend la mention de la nature du produit, donc l'identification du produit, les pictogrammes, les mentions d'avertissement, de danger, les conseils également. Et à l'achat de ce produit, donc l'étiquette est naturellement fournie, bon, disons, étiquetée sur le produit
Donc, il revient au HSE de fournir, de créer, disons, une autre étiquette, par exemple, en cas de transvasement du produit, euh, afin de pouvoir avoir connaissance du produit en question. Et parmi donc les éléments, en plus de l'étiquette, on a aussi les FDS, les fiches de données de sécurité, des produits qui sont des documents vraiment avec beaucoup d'informations, plusieurs rubriques, 16 rubriques notamment, avec plein de consignes à l'intérieur. Et enfin, le dernier volet euh, qui composerait le CIMDUT, c'est le volet éducation, formation, puisqu'en gros, le CIMDUT euh, permet de pouvoir réduire l'exposition des travailleurs à ces produits dangereux-là, et puis vraiment gérer de façon maîtrisée la manipulation des produits, assurer que les travailleurs aient également les bonnes informations, raison pour laquelle le dernier volet est important. Puis, bon, il y a eu d'autres informations comme les pictogrammes. Voilà, c'était une session assez riche d'informations. Voilà ce que je peux dire. Merci. Merci, Madame Kofi. Ajout? Question? Si on n'a pas d'ajout, est-ce qu'on a des questions par rapport au programme SIMDUT qu'on avait vu récemment? Alors, sont maintenant 9 personnes connectées. Bienvenue à Monsieur Kevin Bakiono, Monsieur Bakwan Yaya, Monsieur Soumaïla Sori. Bonne arrivée. Est-ce que tout le monde arrive à voir le support qui est partagé? Merci de le signaler. Est-ce que tout le monde voit le support partagé? Question par rapport au SIMDUT. Alors, comment vous, en tant que superviseur QHSE, vous arrivez à implémenter le SIMDUT en entreprise? Déjà, d'office, comme on l'avait dit précédemment, vous aurez une attestation sur le SIMDUT. Donc, ce qui sous-entend que, qui dit attestation, normalement, vous devrez avoir toutes les bases concernant le système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail. Donc, que ce soit dans le cadre d'un recrutement, si on vous demande de l'implémenter, vous commencez par quoi et vous terminez par quoi? Volontaire. Programme SIMDUT, vous commencez par quoi? Comment vous arrivez à implémenter? Oui, volontaire. Et volontaire, comment vous arrivez à l'implémenter en entreprise? Oui, volontaire. Est-ce qu'on me reçoit? Parce que là, je... OK. OK. Oui, volontaire, comment vous arrivez à implémenter un programme SIMDUT dans votre entreprise? Vous commencez par quoi? Oui, Madame Kofi, allez-y. Mhm. Oui, merci, Monsieur Bado. Bon, ce que je peux dire, c'est déjà commencer par élaborer des étiquettes. Lors de mon intervention tantôt, je parlais de cas de transvasement. Donc, il est important de pouvoir élaborer donc des étiquettes avec
des informations assez brèves, mais qui comprennent la nature du produit et puis les conseils d'usage. Et par la suite, essayer d'explorer les fiches de données de sécurité afin de pouvoir élaborer, par exemple, des fiches simplifiées qui qu'on partagerait à l'ensemble des travailleurs, peut-être dans le cas de minutes de sécurité, par exemple. Cela pourrait faire l'objet de thématiques pour que l'information puisse passer entre les travailleurs. Voilà. Ok, d'accord. Autre proposition, par quelle? Comment vous arrivez à l'implémenter? Quelles sont les étapes? Première étape, nous allons commencer par là. En deuxième étape, nous allons commencer par là. Il faut participer. En participant, ça permet de, voilà, à tout un chacun d'arriver à comprendre. D'accord, donc s'il n'y a pas de volonté, on va continuer. Alors, donc, pour le module passé, nous avons discuté un peu du SIMDUT. SIMDUT, qu'est-ce que c'est? Comme Madame Kofi l'a dit, c'est le système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail. Alors, pourquoi le SIMDUT? Le SIMDUT parce que dans le lieu de travail, toujours, parce que nous sommes amenés à exercer notre activité professionnelle dans le lieu de travail. Et dans le lieu de travail, parce que nous avons cette responsabilité-là encore de protéger les hommes. Donc, partant du rôle de la responsabilité jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui est comme notion de spécificité nous permettent vraiment d'arriver à implémenter ou encore à intensifier tout ce qui est comme protection, prévention que nous mettrons pour nos travailleurs. Donc, le programme SIMDUT rentre dans ce. Deuxième niveau déjà, parce que on sait que dans le lieu de travail, c'est le lieu encore de l'implémentation des postes de travail. Dans les postes de travail, il y a des activités, il y a des tâches qui se font au quotidien. Et dans ces tâches et activités, Pareto nous interpelle en nous disant, faites attention aux tâches qui sont critiques. Donc, on a vu le travail en hauteur, on a parlé de l'espace confiné. Aujourd'hui, on parle donc du SIMDUT. Pourquoi le SIMDUT? Parce qu'à l'intérieur du SIMDUT, il y a ce qu'on appelle des matières dangereuses. Et c'est quoi une matière dangereuse? On dit qu'une matière dangereuse, c'est toute matière qui, au vu de sa conception de base, de ses propriétés physiques, physico-chimiques, si vous voulez, qui a ce potentiel-là de pouvoir nuire, à la santé, parce que nous, on veut protéger nos travailleurs contre quoi, tout ce qui est comme maladie professionnelle. Donc, tout ce qui va toucher à la santé peut créer une maladie professionnelle. C'est ce qu'on veut éviter. Ensuite, il y a ce potentiel encore de faire quoi? De porter atteinte à l'intégrité physique, partant toujours de ses propriétés. Par contre, nous, on est là encore, on veut protéger nos travailleurs contre les accidents et enfin qui peut nuire à l'environnement. Le QHSE qui se termine par le E, on doit aussi avoir un droit de regard aussi sur l'environnement que nous partageons. Donc, on voit que le SIMDUT en ce moment devient un élément de base très, très important dans le monde du travail. Parce que nos travailleurs, à chaque fois, utilisent certaines matières qui peuvent être considérées comme dangereuses. Mais comme la loi nous dit, il faut informer vos travailleurs sur les différents risques auxquels l'activité professionnelle les impose. Donc, dans ce sens, il va falloir que l'on arrive à l'implémenter. Donc, le SIMDUT de base a été mis en place par le programme, la réglementation canadienne. Mais dans le but d'uniformiser, de mondialiser un système, on intègre certains éléments du SGH, Système général harmonisé, pour pouvoir créer ce qu'on appelle le SIMDUT 2015. Donc, le SIMDUT 2015, en ce moment, devient un programme par lequel tout pays puisse déjà se conformer pour que les travailleurs qui travaillent avec les matières premières arrivent, d'abord à les reconnaître et savoir déjà comment bien les utiliser pour toujours se protéger. Donc, quand on parle de SIMDUT, on a trois éléments qui font le SIMDUT: la fiche de données
sécurité, l'étiquette. Ensuite, quelle est l'information, l'instruction, la formation qu'on va puiser de ces deux éléments-là pour aller former nos travailleurs. Et ça va se faire par quoi? Par la chaîne de transmission. Partant du fournisseur, le SIMDUT oblige maintenant le fournisseur à, lorsqu'il fabrique un produit chimique, à joindre forcément deux documents, lesquels l'étiquette et la fiche de données de sécurité. Et dans l'étiquette, on a vu que l'étiquette, il est apposé au produit chimique. La fiche de données de sécurité, c'est cette fiche-là qui contient 16 rubriques sur toutes les informations concernant le produit, partant de sa conception, de son transport, de son stockage, jusqu'à même à son élimination. Donc, vous avez une banque de données dans la fiche de sécurité. Par contre, dans l'étiquette, il y a des éléments qui appartiennent à l'étiquette du fournisseur, lesquels on a l'identificateur donc du produit, le nom du produit bien sûr. On a les mentions d'avertissement, la mention donc de danger. On peut aussi donc avoir des conseils donc de prudence, voilà. Et on peut aussi donc avoir donc l'identification même du fournisseur lui-même et les pictogrammes. Maintenant, on sait que souvent on peut acheter des produits, l'étiquette qui est apposée sur le produit là arrive à se détériorer. Qu'est-ce qu'on fait? Comme on a le droit déjà d'informer, et c'est en ce moment-là qu'on doit produire ce qu'on appelle l'étiquette du lieu de travail, qui doit contenir au moins trois éléments, à savoir le nom du produit, les conseils de prudence et toujours le renvoi à la fiche de données de sécurité. Maintenant, comment nous, en tant qu'éducateurs, on doit pouvoir implémenter un programme systémique? Ça doit passer par l'inventaire. Il faut aller dans toutes les postes de travail parce qu'on sait que le poste de travail, c'est le lieu déjà où le travailleur s'arrête ou s'assoit, du moins pour mener son activité professionnelle. Donc, il faut aller dans tous les postes de travail pour aller faire un check. Quels sont les produits chimiques que les travailleurs manipulent? C'est partant de là déjà qu'on saura dans notre entreprise, en fonction des différents postes de travail, voici l'ensemble des produits chimiques qu'on utilise. Et maintenant, un travail de fond sera fait par le QHSE. Si vous aviez une infirmerie par la médecine du travail, pour pouvoir encadrer, partant de l'inventaire, avec l'étiquette, la fiche de données de sécurité, pour voir quels sont les produits qui sont étiquetés, quels sont les produits qui ne sont pas étiquetés. Partant donc d'un diagnostic initial en vue de proposer, produire maintenant un programme SIMDUT efficace. Et donc, lorsque tout est fait, on a réussi à tirer tout ce qui est comme information dans l'étiquette qui sont apposées, ensuite dans les fiches de données de sécurité, on va communiquer aux travailleurs, on va les former en fonction même du niveau d'exposition et en fonction aussi de quoi? De l'activité donc ils arrivent donc à mener. Et le suivi maintenant médical maintenant se fera en fonction du niveau d'exposition des travailleurs. Donc en ce moment, le QHSE va travailler, va collaborer avec la médecine du travail. Parce qu'on avait vu récemment que dans le cadre professionnel, on a des visites médicales qui sont obligatoires. Donc, la visite médicale d'embauche, la visite médicale périodique, la visite médicale aussi de façon occasionnelle et la visite médicale de fin d'embauche. Donc, le suivi médical accompagné au programme SIMDUT permet de voir directement par rapport ou en fonction des différents postes de travail, est-ce que l'exposition de nos salariés par rapport à la manipulation de telles matières dangereuses développe en eux en fonction même des dangers qu'il contient, parce qu'on avait vu que dans le programme SIM2, on a 20 dangers physiques et 12 dangers pour la santé. Est-ce que les dangers, par exemple, qui sont cancérigènes, mutagènes, reproducteurs, ont une influence sur nos travailleurs? Si oui, les visites médicales vont nous permettre déjà de mieux les détecter et ensuite d'anticiper donc un programme de suivi pour que les travailleurs se sentent toujours dans un milieu de travail sain. Donc, voici un peu ce qu'on avait vu par rapport au programme SIMD. Donc, ça commence toujours par l'inventaire. Il faut faire l'inventaire au niveau de chaque poste de travail. Bonsoir à tous. Je ne vois rien sur l'écran. Si vous ne le voyez, si vous partagez le même avis avec M. Camara, merci de signaler. J'avais partagé. Est-ce que tout le monde voit ou on ne voit toujours pas? Est-ce que tout le monde voit l'écran? Merci de confirmer. «
Yasmine Savadogo, je ne vois rien aussi. Ok, d'accord. Oui, Madame Kofi, allez-y. Oui, oui, Monsieur Bado, excusez-moi, j'ai une question à poser Allez-y. relativement aux étiquettes, non, au FDS. Est-ce qu'il existe des dispositions réglementaires pour obliger ou bien pour contraindre les fournisseurs à livrer les fiches de données de sécurité? Pourquoi je pose la question? Parce que, bon, il est arrivé déjà dans mon lieu de travail que ces données-là ne soient pas fournies lors de l'achat. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais est-ce qu'il existe, moi j'aimerais savoir s'il existe vraiment une norme ou une réglementation qu'on puisse utiliser pour contraindre ces fournisseurs-là à livrer ces fiches-là. Ok, merci. Déjà, dire qu'il existe une norme, le programme SIMDUT permet donc d'uniformiser, partant même de la fabrication jusqu'à la vente au transport. Maintenant, ce qui fait la difficulté, c'est que chaque pays en lui-même a ses règles. Au Burkina Faso, on a un circuit déjà qui permet donc de valider l'achat des produits chimiques ou, si vous voulez, des matières dangereuses, leur stockage jusqu'à leur consommation. Donc, on a la direction de la préservation donc de l'environnement qui est en charge déjà de tout ce qui est comme matière dangereuse, donc partant de l'achat, de la validation de l'achat, du circuit même du transport, du stockage, etc. Donc, la plus grosse difficulté qui existe, c'est un peu ça. C'est l'indépendance déjà entre les différents pays. On peut avoir un programme universel, mais chaque pays, comment je vais dire, arrive donc à se gérer comme il l'entend et comme il le conçoit. Donc, le programme directement vise à uniformiser un système de façon générale. Maintenant, au niveau de la loi, c'est difficile parce que c'est nous qui sommes souvent acheteurs à l'étranger. Donc, on n'a pas peut-être, comment je vais dire ça, une loi interne qui peut déjà contraindre un fournisseur externe, voilà, d'un autre pays à pouvoir. Non, le programme SIMDUT déjà le fait. Maintenant, comment on peut arriver à le faire? C'est partant même des achats. Voilà. Si vous avez un département achat qui est en charge donc d'acheter les produits chimiques, la question qu'on va se poser, c'est pour ça que le diagnostic initial, il est très, très important. Est-ce qu'ils ont, eux, l'information que lorsqu'on achète un produit pour un besoin de l'entreprise, il faut demander au fournisseur de joindre l'étiquette et la fiche de données de sécurité? C'est là la question. Parce que le service achat, la production pourra leur demander, on a besoin de tel produit. Et ils vont se contenter uniquement que d'acheter. Si le fournisseur ne joint pas ces annexes-là au produit, pour eux, ils n'ont pas l'information. Donc, c'est déjà là la première question. Sinon, je sais que dans tout programme d'achat, on a déjà des clauses qu'on arrive à mettre aux fournisseurs. Voici la spécificité du produit que je recherche. Voici les conditions. Voici jusqu'au temps. Naturellement, le produit arrive à bout. Et maintenant, le commencer. Donc, je me dis que peut-être il peut y avoir un manque d'information là-bas. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, il peut arriver aussi que pendant le transport, on puisse, je ne sais pas trop, il peut arriver qu'on ait des défauts. En ce moment, qu'est-ce qu'on doit faire? Si c'est un produit chimique qu'on utilise, on peut aller sur Internet, oui, télécharger. On a des versions électroniques de fiches de données de sécurité. Si ce sont des Si vous avez déjà tout ce qui est comme caractéristique du produit, vous pouvez avoir la fiche de données. Voilà, pour le transport. Parce qu'il y a certains produits chimiques, si le moyen de transport déjà c'est par avion, ça va avancer en kilos. Donc chaque kilo compte. Que ce soit si c'est votre entreprise qui doit gérer tout ce qui est comme transport, c'est un peu pesant. Donc en ce moment, stratégiquement derrière, on va essayer, donc soit le fournisseur envoie tout ce qui est comme lien à télécharger et on arrive à télécharger. Et même en entreprise aujourd'hui, il y a des entreprises qui, vous n'allez pas voir un support de fiches de données de sécurité, non, mais ça sera donc un système numérique, un code QR. C'est-à-dire au laboratoire, s'ils ont une panoplie de produits chimiques qu'ils utilisent ou de matières dangereuses, on va scanner tout ce qui est comme code QR et puis afficher
afficher, les former à pouvoir l'utiliser. Pour que lorsqu'ils veulent utiliser un produit, si en fonction de certaines informations qu'ils veulent, ils peuvent rien que scanner simplement le code et avoir toutes les informations contenues donc, dans la fiche de données de sécurité. Donc, voici un peu Madame Kofi. Ok, bien noté, Monsieur Bado. Mais attention, votre micro, quelquefois, on n'entend pas très bien tout ce que vous dites. Ok, d'accord. Mhm, Donc, mhm, je règle le micro alors. Merci. mhm. Je vois aussi dans le chat, mais vous avez parlé lors du cours de certains produits, le fournisseur n'est pas obligé. Pas qu'il ne soit, et pas qu'il n'ait pas, je ne vois pas le nom, je regarde rapidement. Monsieur Kevin Bakionon, voilà. Pas que le fournisseur n'est pas obligé. Il y a certains produits, parce que quand on prend la matière dangereuse qu'on va voir aujourd'hui dans le transport des matières dangereuses, on va voir qu'une matière dangereuse, qu'est-ce que c'est directement? Voilà. Donc, partant même de la définition de la matière dangereuse, une matière dangereuse est classée dangereuse lorsqu'elle est susceptible d'entraîner des conséquences graves pour la population, les biens ou même l'environnement, en fonction de ses propriétés physiques ou chimiques, ou bien par la nature des réactions donc, qu'elle peut engendrer. Mais ce sont des produits qu'on utilise dans notre quotidien, qui nous aident même encore à pouvoir créer du bien. Voilà. Donc, aujourd'hui, certains produits, par exemple, peuvent avoir en eux des caractéristiques de matière dangereuse, mais peuvent nous aider. Quand on prend la drogue sera considérée comme une matière dangereuse, mais elle est utilisée pour pouvoir fabriquer donc des médicaments. En ce moment, quand vous allez aller acheter, par exemple, un médicament qui contient ces matières dangereuses, on ne va pas vous donner une fiche de données de sécurité. Par exemple, laquelle dans le programme SIMDUT, il y a certains produits de base qui sont exempts de tout ce qui est comme fiche de données de sécurité. Quand vous prenez dans la cosmétique, on a des produits, par exemple, qui sont utilisés, mais dans leur achat, on ne va pas demander la fiche de données de sécurité ou encore l'étiquette. Voilà, donc voici un peu ce bâtiment. Oui, autre question. Donc aujourd'hui, on va parler du transport des matières dangereuses pour terminer avec tout ce qui est comme risque lié à la manipulation donc, des matières dangereuses. Donc le SIMDUT est un cours déjà d'entrée de jeu qui nous permettait déjà de comprendre. Alors donc le SIMDUT nous permettait déjà de comprendre la matière dangereuse, partant même de son achat, de son transport, de son stockage et même de son élimination, en vue de faciliter, de donner la bonne information quant à la manipulation pour nos travailleurs. Et ça répond toujours à ce que Pareto nous dit. Donc aujourd'hui, on va voir les TMD. Le TMD, c'est quoi? C'est comment transporter certaines matières dangereuses. S'il arrive que notre entreprise est dans la commercialisation, si vous voulez, dans le transport des matières dangereuses, quels sont les éléments que nous, en tant que QHSE, toujours dans la même dynamique de pouvoir protéger nos travailleurs, de pouvoir aussi d'éviter que notre activité qui relève de notre entreprise n'impacte pas que ce soit la population environnante ou encore même l'environnement immédiat. Donc, c'est dans ce sens-là que le TMD s'impose. Donc, on va aller un peu plus vite. La nécessité donc du transport, naturellement, c'est comme on l'a dit, là, ce sont les produits qui nous aident dans notre quotidien. Donc, c'est quoi une matière dangereuse? C'est lorsqu'elle est susceptible donc d'entraîner des conséquences sur l'homme, sur le bien ou sur même quoi l'environnement, en fonction donc de ses propriétés de base, ses propriétés donc de fabrication. Donc, toute matière ou tout produit qui va rentrer dans cette définition sera automatiquement considéré donc comme une matière dangereuse. Mais qui sont des produits aujourd'hui? Parce que je sais que dans la cohorte passée, beaucoup ont dit, mais s'ils sont dangereux, pourquoi ne pas éviter leur utilisation? Parce que la meilleure façon de ne pas traiter un risque, c'est de l'éliminer. Mais sauf que dans ces conditions,
ces éléments ou ces matières nous permettent encore, répondre encore à beaucoup plus de besoins. Donc, on va mesurer le ratio entre le bien que ces produits-là nous font et comment on va arriver à maîtriser ces risques. Donc, toujours, ça rentre encore dans le cycle donc, des 9 principes de la prévention. Donc, souvent, on regarde, même quand on regarde, on veut valider souvent un projet, on va regarder quel est le bien, la représentativité donc, du projet par rapport au bien à la population environnante. Même si certains sont hésitants, on peut faire fi d'eux pour pouvoir imposer le projet. Alors, donc, quels sont donc les risques liés à la matière dangereuse? Quels sont les éléments spécifiques naturellement? Il y en aura plusieurs, voilà, en fonction donc des différentes voies d'acheminement. Quand on parle donc de transport, quels sont les moyens de transport? En fonction de chaque moyen de transport, quels sont les différents risques? C'est ça le plus important. Donc, elles sont déjà classées, voilà, selon 3 types. Le premier type, c'est les risques donc de TMD. Donc, TMD, naturellement, transport de matières dangereuses, lorsqu'elles sont rapprochées. Pourquoi rapprochées? C'est lorsque ces risques sont à proximité donc, de leur installation donc, de base. Pourquoi leur installation de base? Ici, vous allez voir un plan particulier d'intervention. Je sais qu'on avait déjà beaucoup communiqué sur le PPI et le POI. Le POI, plan d'opération interne, et le PPI, plan particulier donc d'intervention. En ce moment, lorsque ces TMD-là seront rapprochés à leur installation donc de base, naturellement, si un incident, un accident, une explosion, un incendie survient à proximité, déjà que la loi oblige toute entreprise qui, en fonction de leur niveau de risque, à mettre en place ce qu'on appelle le plan d'opération interne. Parce qu'on fait des scénarios, on se dit, bon, nous sommes dans le transport des matières dangereuses. Et s'il arrive que une citerne s'explose, qu'est-ce qu'on fait? Comment maîtriser? C'est pour ça que les normes insistent toujours. Ne négligez jamais un risque dont la gravité est élevée, mais la probabilité de survenir est faible. Pour ce type de risque-là, il faut les traiter par acceptation. Par quel type d'acceptation? Acceptation active. On est bien conscient que ça peut arriver. On prépare des scénarios, on responsabilise certaines personnes, on distribue les rôles, on fait des simulations souvent pour que le jour que ces scénarios-là vont arriver, on arrive à maîtriser pour éviter donc, la, pour éviter donc les dégâts. Donc, c'est l'importance donc de la mise en place de ces plans d'action. Dans le PPI, le POI, c'est interne à l'entreprise. Quel est l'ensemble des scénarios que l'entreprise elle-même met en place et quels sont les moyens qu'elle se donne pour pouvoir maîtriser lorsque ces risques-là arrivent en interne. L'État, qui est toujours le premier garant de sa population, est bien conscient qu'il peut arriver qu'une entreprise, même à travers son POI, n'arrive pas à gérer un sinistre. En ce moment, le plan particulier d'intervention donc arrive. Dans quel sens? Où l'État lui-même vient en aide donc à l'entreprise, vient en aide à la population environnante donc de l'entreprise. Donc, que ce soit la collectivité, la mairie, tous ces éléments vont mobiliser donc des moyens pour venir soutenir l'entreprise. Pas pour l'entreprise elle seule, mais pour la population environnante. Parce qu'on voit que l'environnement, c'est l'ensemble de tout ce qui existe avec leurs différentes interactions, y compris l'homme lui-même. En ce moment, les risques donc liés au transport des matières dangereuses rapprochés sous-entend que vous avez déjà mis en place un plan, un scénario. Donc, s'il arrive que le risque se manifeste de façon rapprochée à vos installations de base, les scénarios qui avaient été proposés déjà, vous pourrez les maîtriser. Comme quoi, souvent, quand vous êtes dans votre quartier, vous êtes beaucoup plus en sécurité que lorsque vous êtes hors de votre quartier. Si dans votre quartier, quelque chose arrive, vous saurez déjà, vous avez les repères, vous saurez déjà comment mieux gérer la situation. Par contre, lorsque vous êtes en terre hostile, c'est difficile réellement d'avoir tout ce qui est comme mesure possible pour pouvoir gérer ces risques-là. Donc, raison pour laquelle on parle donc de risque de TMD rapproché. Alors, le deuxième, c'est le risque de TM2 diffus. Diffus, pourquoi? Parce qu'il peut s'établir donc sur plusieurs réseaux en fonction donc du moyen d'acheminement. Donc, soit par la route, ou soit aussi donc sur l'eau, ou encore même encore sur les rails. Donc, en fonction donc de ces différents éléments d'appréciation, on peut
où le HSE encore peut mettre en place pas mal d'actions parce que s'il est sur le réseau routier, ça sous-entend que l'exposition, donc, elle est à très grande échelle parce qu'on a d'autres usagers qui sont là. Si l'acheminement aussi se fait sur un train, on a aussi un autre angle de vue. S'il est acheminé aussi sur l'eau, on peut tenir compte à la fois même des risques donc, liés à la santé, au bien et même parce que dans l'eau, on aura les ressources halieutiques, tout et tout. Si tout ça se répand dans l'eau, c'est encore beaucoup plus critique. Et pour terminer avec le dernier, c'est le risque donc, de TMD par quoi? Canalisation. Donc, il va arriver que pour certaines installations, même en entreprise, pour faciliter l'acheminement de certaines matières, parce qu'on a vu toujours, si on se concentre toujours avec la matière dangereuse, toute matière en fonction donc, de sa propriété de fabrication donc de base, peut exposer donc les travailleurs. Donc, vous allez voir que même le gasoil en mine, on n'a pas, c'est pas à chaque moment qu'on ira demander aux engins, par exemple, de sortir, aller se faire ravitailler en carburant pour venir alimenter le circuit de production de l'entreprise. Non, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On fait donc des citernes, des stations qui sont déjà posées dans l'entreprise pour faciliter, pour éviter donc les pertes de temps et les retards. Donc en ce moment, si on a des groupes électrogènes, tout et tout, il va falloir que pour nos pays, par exemple, où le niveau d'énergie n'arrive pas à nous satisfaire à 100%, qu'on ait des relais. Dans ce moment que ces systèmes vont permettre donc d'alimenter souvent certains circuits de production. Donc l'acheminement, par exemple, de ces systèmes-là, souvent se font donc de façon souterraine par canalisation. Et même sur le plan en Europe, vous allez voir que le réseau donc d'alimentation donc des gaz se font aussi par les pipelines. Voilà. Donc, lorsque, par exemple, l'acheminement de certains produits se font par canalisation, on a d'autres risques encore qui peuvent en être liés. Raison pour laquelle on va essayer de voir en fonction donc du type de TMD, des voies d'acheminement, le HSE donc pourra toujours proposer un bon plan d'action pour protéger ses travailleurs. Alors, d'après vous, quels sont les principaux risques liés aux matières dangereuses? Oui, Geneba Konaté. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir Madame Konaté, bonne arrivée. Merci, voilà, je viens d'arriver comme ça. Vous venez de vous connecter ou vous venez d'arriver à Wagnon? Je viens de me connecter comme ça. Il n'y a pas bon réseau chez nous. Depuis longtemps, je voulais assister, mais le réseau là est bizarre. C'est ça, c'est pas facile, mais ça va aller, Mm, beaucoup de courage. D'accord. Si je pouvais avoir un peu d'explication. Un peu d'explication sur ce module-là ou sur les autres. Non, non, sur ce module-là, module qu'on a fait aujourd'hui. Ok, le TMD, transport des matières dangereuses. D'accord, donc je fais une synthèse rapidement et puis on pourra avancer. D'accord. Merci. Madame Konaté peut fermer son micro. Merci. Alors, donc là, nous sommes en train de parler de quoi? Des matières dangereuses. Le cours passé nous parlait de comment bien mettre en place un système pour que nos travailleurs-là, lorsqu'ils vont manipuler certains produits chimiques, si vous voulez, pour que comment ils arrivent à bien l'utiliser, pour éviter que les risques, parce que nous, on met l'accent beaucoup plus sur les risques de les atteindre. Donc, on a vu les produits chimiques, on a vu les matières dangereuses. On a vu que les matières dangereuses, là, souvent dans nos, même à la maison, que ce soit en entreprise, il y a certains produits qu'on utilise qui peuvent nous-mêmes nous blesser, qui peuvent jouer sur notre santé ou encore qui peuvent nuire à l'environnement. Et ces produits-là sont appelés comment? Matières dangereuses. Donc, le cours passé nous a permis déjà de comprendre quels sont les éléments que nous, on va mettre en place, que ce soit à la maison ou que ce soit en entreprise, pour faciliter la bonne utilisation, l'utilisation de façon sécuritaire de ces produits-là. Maintenant, aujourd'hui,
on vient mettre l'accent beaucoup plus sur quoi? Sur le transport spécialement. Donc, comment ces produits-là seront transportés? Parce qu'un produit qui peut te blesser, un produit qui peut détruire des équipements, un produit encore qui peut polluer l'environnement, si vous voulez, il va falloir qu'on arrive à bien gérer comment on les transporte. Maintenant, on a vu il y a pas mal de moyens de pouvoir les transporter. On peut les transporter sur l'eau, par bateau. On peut les transporter donc sur la route. On peut les transporter donc lorsque on va les canaliser, c'est-à-dire à travers donc des tuyaux de façon, c'est-à-dire on va creuser des trous pour faciliter leur acheminement. Donc, c'est dans ça qu'on est. Donc, quand on parle donc de risques, on a vu qu'ils sont classés trois éléments, par trois types. Le premier, c'est lorsque le risque, on sait que le risque déjà, c'est lorsque déjà les dommages du danger là arrivent. Et comme on a une histoire de est-ce que ça va arriver ou ça ne va pas arriver, on parle de probabilité. Donc, les risques de TM2, par exemple, rapprochés, si toi-même tu as ton magasin de fabrication et que tu as ton engin qui est devant, et lorsqu'il s'apprête à démarrer, les matières dangereuses qu'il transporte, là, par exemple, arrivent à s'exploser. Je dis un exemple. Naturellement, comme c'est plus proche de ton magasin de fabrication, tu sais comment gérer, tu sais comment atténuer la situation, tu sais comment mettre en place des éléments parce que tu avais déjà préparé ça. C'est beaucoup plus proche même de ton magasin de base. La raison pour laquelle on parle donc de rapprocher, c'est rapprocher de ton installation. Parce que pour les grandes installations, comme il y a des mesures réglementées qui accompagnent, c'est beaucoup plus facile. Le deuxième, déjà, c'est diffus. C'est-à-dire, si tu le transportes d'une ville à une autre par la route, donc il y a beaucoup de risques qui y sont liés. Voilà, par rapport à la route. Quels sont les éléments que tu dois mettre en place pour pouvoir éviter ces risques-là? Et le troisième, c'est pas canalisation. Où on va faire quoi? On va les creuser un trou, mettre en place donc un circuit pour pouvoir faciliter l'acheminement donc, des matières dangereuses. Même avec les bouteilles de gaz, aujourd'hui d'autres l'ont compris pour la restauration. Il faut faciliter donc l'acheminement même des bouteilles donc avec donc un conduit. Donc beaucoup vont pouvoir acheminer donc le gaz par canalisation. Donc voici un peu sur quoi nous étions, madame, notés. Est-ce que madame Konaté nous reçoit? Wagnon. D'accord, merci. Alors donc, quels sont les risques d'après vous liés au transport des matières dangereuses? Quels sont les risques? Exemple de risques qu'on peut avoir. Exemple de risques qu'on peut avoir. Exemple de risques qu'on peut avoir. Oui, monsieur Camara. Oui, monsieur Camara. Est-ce que monsieur Camara nous reçoit? Est-ce qu'on me reçoit, monsieur Camara? Est-ce que les autres, vous me recevez? Est-ce qu'on me reçoit? Merci de confirmer. Voici le problème se situe à mon niveau. Monsieur Camara doit avoir des problèmes, des difficultés de connecter. OK, merci. Donc, d'après vous, en attendant Monsieur Camara, l'arrivée de Monsieur Camara, quels sont les risques liés au transport des matières dangereuses? Donc, on en a de plusieurs, naturellement. Le risque d'explosion. Et quand on parle donc d'explosion, on fait allusion à quoi? Naturellement, en fonction des caractéristiques du produit transporté. Parce qu'on a vu qu'avec le SIMDUT, qui est le système d'information sur les matières dangereuses, on sait qu'avec chaque matière dangereuse, on avait des classes de danger. 20 classes de danger physique et 12 classes donc de danger pour la santé. Donc, quand on va parler donc de danger physique, l'explosion, le caractère donc d'explosivité donc de certains produits sont. Donc, naturellement, le risque d'explosivité, c'est tout risque ou propriété donc
de se décomposer violemment. Donc, ça, c'est la littérature. Les risques gazeux, naturellement, si on a des fuites, d'éclatement même d'un récipient, en fonction toujours des propriétés de fabrication donc, de cet élément, l'inflammabilité, vraiment, qui va sanctionner déjà tout ce qui est comme caractère réactif, voilà, avec la propriété donc de prendre feu facilement. La toxicité, encore, voilà, les risques donc propriété d'empoisonner, c'est-à-dire de nuire à la santé ou de causer même la mort par quoi? Par inhalation, par absorption cutanée, ensuite par la digestion, qui vont représenter donc les trois voies donc d'accès d'un corps étranger au, à l'organisme. Et la radioactivité, naturellement, propriété d'émettre donc divers rayonnements dangereux pour les êtres vivants. Donc, en fonction donc, des matières, on a plusieurs donc, risques qui y sont. Et quand on prend en mine aujourd'hui, la réactivité donc, se démontre beaucoup plus donc, avec le radon pour ceux qui travaillent dans les fosses. Donc, le radon, c'est une matière radioactive naturellement qui est très, très dangereuse, mais qui était méconnu, qui était très, très méconnu. Donc aujourd'hui, Dieu merci, avec le ministère de l'Environnement, avec une agence qui a été mise en place, arrive à faire un très, très gros travail sur le radon pour les différentes mines. Ils vont directement dans les différentes fosses, faire des évaluations, proposer donc des mesures à travers donc les évaluations qui sont faites aux différentes mines et les amener déjà pour mieux protéger leurs travailleurs. Comme quoi, c'est l'information qui va sanctionner donc nos comportements. Donc, quand on a l'information, on sait déjà comment mieux se comporter. Donc, la radioactivité encore peut se matérialiser dans n'importe quel type de domaine parce qu'aujourd'hui, avec le scanner, même à l'hôpital, on a toujours donc des rayonnements donc, qui sont... Donc, par la suite, on peut aussi avoir la corrosité. Voilà, la corrosité qui fait partie donc toujours des dangers pour la santé. Voilà. La capacité donc à cette matière dangereuse de pouvoir faire quoi? Corroder soit l'homme par la peau ou encore même un métal. Voilà. Et le risque infectieux naturellement qui va provoquer donc des maladies graves chez l'homme, chez les animaux. Le danger de réaction violente, voilà, qui peut qui peut conduire donc à l'explosion, à la libération donc d'une bouteille, d'un gaz qui est comprimé, les risques de brûlure naturellement si explosion, donc on peut en avoir. Alors, quels sont les différents types de transport de matières dangereuses? C'est comme on l'avait vu précédemment, tout va dépendre de leur voie d'acheminement, naturellement par la route, par la voie ferrée et par l'eau. Et certains encore pourront être transportés par canalisation. Mais ces réseaux de canalisation, naturellement, c'est sur des très, très courtes distances, sur un certain périmètre. Donc, les statistiques donc, démontrent que plus de 76% de tout ce qui est comme acheminement des matières dangereuses se font généralement par quoi? Par la route, par les gros porteurs. Et là, ce sont les chiffres déjà qu'on voit en France. Mais même aujourd'hui, dans les pays africains, l'acheminement est beaucoup plus porté sur la route. Pourquoi sur la route? Parce qu'elle est plus facile. Deuxièmement, on regarde aussi le coût du transport, bien sûr. Acheminer un produit par la route et par rapport donc soit par la voie ferrée ou encore par bateau, les prix ne seront pas les mêmes. Je regarde dans le chat. Bonsoir chez tous. Je m'excuse du retard. Ici, on a un souci d'électricité. C'est souvent le courant est en jeu de lumière. Oui, bonne arrivée, monsieur Judicaël Bako. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. On est dans la période de chaleur, donc c'est dur pour tout le monde. Donc, le deuxième voie, déjà, on peut avoir donc le transport aussi par voie ferrée. Voilà. Donc, tout va dépendre déjà de la capacité déjà. Et tout va aussi donc dépendre du type donc de la matière. Ensuite, par bateau, voilà, sur par la mer, etc., etc., etc. Donc, tout va dépendre aussi directement de la spécificité donc du produit. Et par canalisation, comme on l'a vu, naturellement sur une courte distance pour faciliter donc l'acheminement de ces matières dangereuses-là. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Ça, ce sont des questions de généralité. Ce qui nous importe, c'est comment arriver à mieux les maîtriser. Partons de ce qui est déjà mis en place et comment nous, on doit pouvoir les reconnaître. Reconnaître un produit qui est transporté,
quels sont les éléments qui imposent lorsque notre entreprise opère dans le transport? C'est beaucoup plus ça donc qui nous importe. Donc, les voies d'acheminement, naturellement, en fonction des voies d'acheminement, les mesures de prévention seront plus accentuées. Voilà. Ici, vous allez voir que, par exemple, on n'a pas le transport par l'aviation. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que tout sera relatif par rapport au coût. Et si on parle donc d'une répartition par pourcentage, les possibilités de transporter certaines matières dangereuses par avion sont très, très coûteuses. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur aussi, même si c'est avec donc des bacs quand même qui ont par des porteurs assez spéciaux qui ne vont pas, on va pas accepter, par exemple, transporter une matière dangereuse qui, en fonction de ses propriétés, par exemple, peut s'exploser. Donc, c'est difficile déjà de pouvoir gérer ce type de risque lorsque on se trouve donc dans les raisons pour laquelle donc, son pourcentage étant très, très faible, on met l'accent beaucoup plus donc, sur les autres voies de transport et leur représentativité. Donc, les principaux dangers, naturellement, ce sont les mêmes choses. Voilà, danger pour la santé. Voilà. On avait vu qu'on avait 12 dangers pour la santé, 20 dangers physiques avec donc les mêmes éléments qui arrivent, l'explosion, on l'a déjà vu, l'incendie. Ces deux caractères vont se manifester naturellement lorsque le triangle de feu sera réuni. Et on a vu que pour qu'il y ait feu, il faut que trois éléments obligatoirement soient réunis. Déjà que le comburant est déjà dans l'air, à défaut qu'on soit dans un milieu qui est très, très confiné. Sinon, on sait qu'avec les pictogrammes, on a certains produits ou matières qui développent en eux ou qui ont cette propriété-là de comburant. Donc, rien que associer un produit qui est considéré comme comburant à un produit combustible, naturellement, le feu peut arriver à tout moment. Le nuage toxique, naturellement, qui peut provenir aussi donc d'une fuite d'un produit chimique et qui, généralement, expose beaucoup plus même les travailleurs qu'à la détonation. Pour l'environnement, bien sûr, on en avait vu, parce qu'on sait que l'environnement, c'est l'ensemble de tout élément qui vit, c'est-à-dire l'eau, la faune, la flore, euh, l'homme et l'interaction que ces différents éléments-là ont entre eux-mêmes et qui évoluent comme un système. Donc, dans l'eau, on a un milieu de vie. L'eau, c'est un milieu de vie avec donc des éléments qui sont à l'intérieur. Lorsque notre produit ou notre matière arrive donc à polluer, à modifier les propriétés de base de tout milieu, la loi ou le code de l'environnement nous oblige, qu'on soit une personne ou une entreprise, à pouvoir réparer. Et ça répond à quel principe? Le principe du pollueur-payeur. Celui qui pollue, il faut qu'il répare l'environnement. Et une fois que tout est mis, surtout par rapport à l'environnement, les principes suivants vont nous obliger à porter toujours l'information publique, mais par le principe de la non-régression, de ne jamais régresser. Lorsqu'on maintient le cap donc, du management environnemental à un certain niveau, on ne doit plus régresser. Donc, c'est des choses qu'on va voir aussi par la suite. Donc, pour les biens, naturellement, un accident chimique, tout ça, c'est des éléments déjà qu'on a vu. Alors, les causes d'un accident de TMD. Donc, on évolue dans ce qui nous intéresse le plus. Tout ça, c'est des choses que vous pourriez ou vous avez déjà la capacité de pouvoir les connaître. Parce qu'avec tout ce qu'on a vu, notre première capacité, c'est de réussir à pouvoir identifier un risque, un danger dans toute activité qui puisse exister partout dans le monde. Nous sommes des chasseurs de risques. Donc, une chose, c'est d'arriver à les identifier, mais l'autre chose aussi, c'est d'arriver à mieux proposer des actions, que ce soit de protection ou de prévention, pour éviter l'apparition de ces risques-là. Et là aussi, c'est dans tous les différents domaines qui existent. Donc, aujourd'hui, tout ce qui est comme spécificité qu'on verra ou par la suite, naturellement, ce n'est plus pour révéler en nous cette capacité-là de pouvoir identifier. On sait déjà le faire, mais déjà, c'est pour avoir une information par rapport à un domaine assez spécifique et comment mieux pouvoir encadrer donc, ces activités-là. Donc, le TMD donc, en fait partie, bien sûr. Donc, par canalisation, naturellement, comme cause, ça sera soit des fuites. Voilà, donc naturellement, qu'est-ce qu'on va? On va imposer une maintenance préventive. En entreprise, ce qui est généralement mis, on a des capteurs qui sont déjà sur les réseaux de canalisation. Que ce soit, si c'est pour l'acheminement, par exemple, du gasoil, etc., de tout autre gaz
il faut toujours mettre des capteurs. Et avec la maintenance préventive, dès qu'on a des fuites, ça nous permet déjà de pouvoir anticiper les risques. Voilà. Par le transport routier aussi, on a beaucoup d'actions qu'il faut pouvoir mettre en place. Et ça aussi, on en avait déjà vu. J'ai toujours dit en tant qu'HSE, que ce soit pour un plan de diagnostic, que ce soit pour un plan de proposition d'action préventive, il faut toujours tourner autour donc des 5 M. Le premier M, le matériel. Donc, lorsque je suis dans le transport non routier, je suis HSE, nous transportons donc les matières dangereuses. Je dois regarder au niveau des matières, qu'est-ce que je dois proposer. Ça sous-entend que le matériel qu'on va utiliser déjà soit toujours inspecté, soit exemple donc de tout ce qui est comme défaut qui peut exposer le travailleur, qui peut exposer l'environnement et qui peut exposer aussi donc quoi, le bien lui-même et même encore les personnes externes à l'entreprise. Donc, on va toujours mettre en place une procédure pour éviter que le matériel lui-même soit un défaut. La main-d'œuvre, on va s'assurer que tous les conducteurs déjà soient formés, soient habilités, aient l'expérience requise. On va les former déjà sur comment bien utiliser le matériel. Ensuite, les méthodes. Quelles sont les méthodes qu'on va mettre en place pour éviter que les transports, que les risques liés au transport routier n'arrivent? Directement, on va essayer de voir. La checklist sera faite chaque matin. Par rapport même au véhicule, on va mettre en place une maintenance. On va plomber pour éviter l'excès de vitesse. On va mettre des caméras d'enregistrement dans la cabine. Parce que si vous transportez une matière dangereuse et que les pictogrammes ou la spécificité de ces matières dangereuses vous disent qu'on ne doit pas fumer, qu'est-ce qui vous donne la garantie que le conducteur en route ne fume pas? Donc, vous allez mettre une caméra d'enregistrement interne à l'île. Vous allez mettre aussi un GPS pour pouvoir suivre en fonction donc, des différentes distances, en fonction donc, comment je vais, la durée du transport. Vous allez essayer donc de faire un plan donc, de circulation pour voir quelles sont les pistes, surtout qu'en Afrique, nos pistes ne sont pas toujours dégagées. Donc, on va essayer de voir quelles sont les meilleures pistes à pouvoir utiliser en fonction de la spécificité du produit qu'on utilise, bien sûr. Donc, tout ça, ça sera mis en place. Donc, le milieu, et on va terminer donc avec même la matière qu'on transporte. Donc, voici. Le transport ferroviaire, lui, il savait beaucoup plus sécurisé. Pourquoi? Parce que son réseau est déjà tracé, il est le seul dessus, donc c'est beaucoup plus sécurisé. Et en matière donc, de transport, on a une ouverture. Et cette ouverture-là nous permet déjà de voir sur ce qu'on peut maîtriser. Donc, on va parler de conduite défensive. Dans le transport routier, vous ne pouvez pas tout maîtriser parce que vous ne pouvez pas maîtriser l'individu de la route. Votre conducteur, votre véhicule peut être bon, mais qu'est-ce qui vous donne la garantie qu'un autre usager de la route, en n'essayant pas, par exemple, de faire un dépassement de vitesse, n'entraîne pas la survenue donc, du risque? Donc, tout peut arriver. Donc, par contre, avec le transport ferroviaire, beaucoup plus sécurisé parce que tout est automatisé. Voilà. Donc, les enjeux, naturellement, c'est que quand on parle d'enjeux, c'est tout ce que l'entreprise peut perdre ou gagner. Enjeu humain, naturellement. Si on a un accident, on peut avoir la mort qui est la dernière sanction. Et en ce moment, l'entreprise donc sera exposée. Enjeu économique, elle va perdre de l'argent parce que elle perd la matière. Ensuite, l'engin de transport peut prendre beaucoup. Et il y a beaucoup, beaucoup d'autres facteurs d'indemnisation qui vont rentrer en ligne de compte. L'enjeu environnemental, là, on n'en parle pas. La loi nous oblige, ou du moins le code de l'environnement dit, toute personne est responsable déjà de son déchet. Avec le déchet, on va mieux voir, on va comprendre ce que l'environnement signifie. Voilà. Donc, partant même de la conception, du transport, de l'élimination, tout doit se faire dans le principe donc, qui respecte l'environnement, à travers donc, les principes de l'environnement. Donc, on va essayer donc de mettre en place beaucoup d'actions, former les travailleurs pour que même si on a une fuite, comment pouvoir le gérer. Et là, avec la FDS pour certains produits, bien sûr, on sait comment le gérer. Aujourd'hui, quand on va dans les stations, on voit toujours un pack de sac. C'est un moyen déjà pour pouvoir récupérer cette matière, pour éviter déjà qu'elle perforer la nappe phréatique. Deuxième, vous voyez les stations déjà qui ne sont pas dénudées. Elles sont déjà sur une surface déjà qui est revêtie. Donc, tout simplement, ça contribue. Donc, laquelle les stations étant considérées comme, comment je vais dire, des activités où les niveaux d'exposition les moyennes, elles sont de classe B dans le code de l'environnement.
Donc, elles ne font pas, par exemple, une évaluation, une analyse d'impact. Non. Une étude d'impact, elle ne le fait pas. Ils font beaucoup plus d'impact. Donc, tout ça, c'est pris en compte. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ce qui arrive maintenant. Voilà. Donc, enjeu donc des accidents liés. C'est arrivé au Congo, on a dénombré 242 morts en RDC. Toujours avec un camion qui transportait donc du gasoil. Donc, 242 morts naturellement. L'entreprise prend un coup, son image de marque détériorée. Ensuite, étant responsable donc de l'accident, on a 242 victimes, donc indirectement 242 familles qui viendront pleurer pour l'entreprise à la justice. Donc l'indemnisation de tous ces éléments-là, ça sera quand même très très lourd pour l'entreprise. Donc quand c'est comme ça, même si l'État veut vous aider, il ne peut pas vous aider. Parce qu'en ce moment, voilà, que ce soit les journalistes, naturellement, avec aussi vos concurrents, votre image sera tellement dégradée que peut-être l'État sera obligé même quand même de fermer l'entreprise ou de faire une mise en demeure. Donc, raison pour laquelle la santé et sécurité en ce moment devient un élément nécessaire pour toute entreprise. Alors, on va regarder cette vidéo ensemble, on va voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Oui, est-ce que tout le monde voit pour vous qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, dans cette vidéo, qu'est-ce qui n'a pas marché? On nous dit de faire l'analyse et l'enquête donc de cet accident. Qu'a-t-il fallu pour que cet accident-là arrive? Première cause, les causes directes. Qu'est-ce qu'on peut citer ici comme cause directe qui a contribué au fait pour que l'accident arrive? Oui, volontaire, volontaire, volontaire. Oui. Est-ce qu'on me ressort? Cause immédiate. Qu'est-ce qui n'a pas marché ici? Oui, Madame Kofi, allez-y. Oui. Bon, je vais m'essayer. Bon, on voit qu'il y a eu fuite de produits. Bon, je ne sais pas la nature du produit, mais un camion citerne, peut-être que l'inspection n'a pas laissé percevoir qu'il pourra avoir des fuites. Donc, peut-être en cours de transport, on constate que le produit s'échappe. Et naturellement, puisque avec l'air ambiant et autres, donc cela a dégénéré, conduit à un incendie. Bon, c'est ce que je peux dire. D'accord, merci, merci Madame Kofi. Donc, c'est justement ça. On va se baser déjà sur les faits qu'on peut observer ici. Voilà, donc déjà on observe une fuite. Donc, qui dit fuite, on a un défaut donc, lié donc, au matériel. Raison pour laquelle donc, dans tout moyen de prévention, on met l'accent sur le matériel, la main-d'œuvre. Donc, au niveau de la main-d'œuvre, on voit est-ce qu'ils avaient été préparés contre ce genre de scénario-là. Parce que si on avait déjà anticipé ces types donc de scénarios, que ce soit si vous voulez dans le POI ou encore dans le PPI, naturellement les hommes ou les travailleurs seront préparés à ce scénario-là. Donc si ça arrive, chacun sache déjà qu'est-ce qu'il doit pouvoir faire, soit pour éviter, ou soit pour atténuer, ou soit déjà pour fuir, pour se mettre en sécurité.
Parce que ce qu'on veut éviter déjà, c'est les dommages de l'homme qu'on veut éviter. Ensuite, si on a la possibilité d'éviter ces dommages sur le matériel, c'est toujours la bienvenue. Donc, c'est de voir directement par rapport au matériel, qu'est-ce qui sera fait, par rapport aussi à la main-d'œuvre. Et dans toute procédure d'urgence, le meilleur moyen ou encore le passage donc le mieux utilisé aujourd'hui, c'est déjà de voir. Lorsqu'un accident arrive dans une procédure d'urgence, la première question qu'on doit se poser si on est témoin, c'est de se poser la question, où est-ce que se trouve le danger? Est-ce que je peux contrôler le danger? Est-ce que je peux le supprimer? Si je peux le supprimer, je le supprime et j'arrive à réparer donc la situation. Si je ne peux pas le supprimer, est-ce que s'il y a des victimes, comment je peux pouvoir donc les retirer de cette zone dangereuse-là sans pour autant moi-même m'exposer? Donc, c'est lorsqu'on répond à ces questions-là qu'on peut mieux accentuer notre plan de prévention. Parce qu'en entreprise, c'est plus facile de sauver une personne que de sauver deux personnes. C'est beaucoup plus atténuant donc d'entendre qu'une personne, on a une victime que de deux victimes. Donc, quand on dit deux victimes, on a encore deux familles, deux problèmes encore à gérer. Donc, dans tout plan de prévention, c'est de voir est-ce qu'on peut supprimer. Donc là, si ça avait été anticipé, ils allaient voir est-ce qu'on peut, si on ne peut pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner la lettre. La lettre, on va voir si dans la procédure interne, il faut appeler les secours externes, les pompiers, on les appelle. Et en attendant, c'est de bien baliser une certaine, en fonction réellement de la portée du produit, parce qu'on aura toujours forcément ces caractéristiques. Donc, il y a un travail en amont qui doit être fait. On va interdire déjà la zone et attendre en attendant que ça ne dégénère. Mais le plus important, c'est de se mettre en sécurité. Alors, donc, avec l'Excitène, ce qui nous intéresse, donc, c'est beaucoup plus ça. Qu'est-ce qu'on doit pouvoir reconnaître? Parce que dans tout ce qui est comme réseau d'acheminement, on voit que le transport routier est le transport, donc, quoi, dont le pourcentage est beaucoup plus donc, élevé, beaucoup plus représentatif. Donc, vous allez voir que par rapport au transport routier, il y a des choses qu'on voit. Mais comme on n'avait pas l'information, on ne savait pas comment se comporter et vis-à-vis même de ce que la loi dit. Donc, qu'est-ce que la loi dit naturellement? Nul n'est censé ignorer la loi, raison pour laquelle elle nous dit directement, si on a une activité professionnelle, il faut directement qu'on informe toute personne exposée les différents risques que notre activité professionnelle les expose, que ce soit notre travail ou partout d'ailleurs. Mais plus précisément dans le transport, on sait que qui dit transport, ça ne sera pas uniquement que nos travailleurs qui seront exposés. Donc, on a toujours porté cette information-là, soit au public, aux usagers, de la nature du produit qu'on transporte et des risques liés même à la nature de ce produit-là. Ça, c'est la loi qui le dit. Donc, vous allez voir aujourd'hui sur toutes les sites, vous allez toujours voir des pictogrammes avec d'autres insignes pour donner l'information publique. Peut-être derrière où l'État ne fait pas son travail, c'est la communication. Comment montrer à la population, comment il doit pouvoir reconnaître et comment il doit pouvoir mieux interpréter l'information que ces matières-là donnent. Et c'est peut-être ça le problème, parce que quelqu'un qui n'arrive pas à reconnaître, vous allez l'informer comment? Donc, mais nous, aujourd'hui, en tant que, dans la place donc, de l'entreprise, on doit pouvoir toujours mettre ça en avant, donner toujours l'information. Et donc, sur chaque camion, vous allez observer une plaque. Donc, la voici ici. Beaucoup l'ont déjà vu. On a l'identification donc du danger et l'identification donc de la matière qu'on va appeler le code ONU. Toujours sur le système, on en a. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Déjà, on a déjà une plaque orange, tout va dépendre donc du contenu, où on arrive à voir déjà au-dessus la première plaque où c'est écrit 336 et la seconde en dessous 1230. Donc, la première plaque qui est au-dessus déjà avec 336 parle donc du code danger. Et la seconde plaque parle donc du code ONU. Et qu'est-ce que ça représente? Alors, toujours la partie supérieure en haut, 336, met en évidence les différents dangers liés au transport ou au contenu transporté. Et qu'est-ce que ça représente? Le premier chiffre ici, c'est 3.
On est toujours sur la première plaque qui est au-dessus. Le premier chiffre nous parle ou nous indique, si vous voulez, le danger principal donc, de la matière transportée. Le deuxième va nous donner le danger secondaire. Et le troisième, le danger tertiaire, ou si vous voulez, l'intensification donc, de le danger. Ou s'il n'y a pas, ça peut se limiter qu'à 2 chiffres. Donc, quand on voit déjà le code danger qui se situe toujours au-dessus, dans la partie supérieure, le premier chiffre nous indique toujours le danger primaire. Le second, le danger secondaire. Et le troisième, s'il y en a, peut nous donner aussi donc le danger tertiaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit pouvoir comprendre? Si on a un zéro, le zéro, donc, naturellement, tout zéro n'a pas d'effet. Donc, si on voit un zéro, ça signifie qu'elle n'a pas d'effet. Plus loin encore, si on voit un même chiffre qui se répète, par exemple, on dit que le premier chiffre, c'est le danger primaire, le second, le danger secondaire, mais ici, on voit 33, donc le chiffre 3 se répète. Ça signifie que déjà, le second chiffre vient intensifier les caractères ou, si vous voulez, la dangerosité liée au premier chiffre. Donc ici, par exemple, le chiffre 3 déjà parle donc d'un produit qui est inflammable. Donc, danger donc d'inflammabilité ici. Donc, le fait que le même chiffre 3 se répète au deuxième, donc ici, on veut nous montrer que le produit est comment? Est très, très inflammable. Donc, c'est comme si on a inflammable, inflammable 2 fois. Donc, il vient intensifier le caractère donc du premier danger. Est-ce qu'on a compris? Par la suite, il peut arriver que le même chiffre soit précédé d'un X. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que, où on nous donne l'information que la matière qui est transportée là réagit donc quoi? Dangereusement au contact de l'eau. Pourquoi c'est important? Parce qu'on a dit qu'une matière dangereuse, c'est toute matière qui, en fonction de sa propriété de fabrication, donc de base, qu'elle soit physique, chimique, etc., a la capacité de pouvoir nuire sur des éléments qu'on a. Donc, dans ce même sens-là, ça signifie que si on a une matière qui est transportée, où le code danger fait mention d'un X, on doit comprendre que s'il arrive qu'un incendie survient de ce produit-là, on ne doit pas utiliser l'eau pour éteindre. Parce qu'on avait vu la lutte contre l'incendie, on avait vu que tout feu n'est pas feu. À chaque feu, son extincteur. À chaque feu, son agent extincteur. Et ça sous-entend encore que lorsqu'on va appeler même les sapeurs-pompiers, il faut qu'on leur donne cette information-là pour qu'ils sachent que, attention, l'eau qu'on a, si on doit utiliser ici l'eau comme moyen donc d'agent extincteur, on ne va pas utiliser l'eau en ce moment. On va soit utiliser la mousse ou tout autre agent extincteur qui est adapté. Donc, lorsqu'on voit un X, ça signifie simplement que la matière réagit dangereusement donc, avec l'eau. Lorsqu'on voit un même chiffre se répéter, ça signifie encore plus que ça vient intensifier donc, le caractère dangereux donc, de produit. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Si on a compris, je vais vous demander de faire une capture. Voilà, on va commencer avec 2 exercices et la suite, vous allez le faire. Oui, Madame Kofi. Euh, oui, Monsieur Bado, excusez-moi, je suis pas sûre d'avoir bien compris. Comment est-ce qu'on peut savoir que le 3 correspond à l'inflammabilité? Oui, on a un tableau par la suite qui nous permet donc de Ah, donner une interprétation liée à chaque chiffre. ok, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Bado. Merci. On a un tableau par la suite. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de faire une capture. Faites une capture de cette partie-là. Il y a certaines parties dont vous pourrez faire capture et avec les exercices, on pourra mieux comprendre et le reste, on pourra le rendre plus tard. Si les captures sont bonnes, merci de vous signaler. Merci de vous signaler pour qu'on avance. Est-ce qu'on peut avancer? Cause directe, nous avons la fuite du contenu de la citaine. Merci, Monsieur Sori. C'est bon, on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? La capture, c'est bon? Merci de vous signaler.
Est-ce qu'on peut avancer? Merci, Monsieur Traoré. Alors, le deuxième met en évidence ce qu'on appelle le code ONU. Il vient donner quoi? L'identité de la matière transportée. Là, c'est une information supplémentaire, mais nous, en tant que QHSE, comme nous passons de RICS, on va toujours mettre l'accent sur l'interprétation du code danger. Parce qu'on ne peut pas maîtriser, c'est bien si pour ceux qui peuvent le maîtriser, tout ce qui est comme identificateur du produit, c'est bien. Donc, le code ONU, c'est conformément déjà à la nomenclature donc, de l'ONU. Voilà. Il permet donc d'étiqueter, comme avec le programme SIMDUT, on a dit, viser à venir la Côte d'Ivoire, le Mali, etc., le monde, partout dans le monde. Donc, en ce moment, comment donner l'information? Donc, le code ONU, qui est un système international, vient en ce moment dire, attention, le 10 017, par exemple, représente le chlore. Le 20 031 représente quoi? L'acide nitrique, etc., etc. Donc, à travers un chiffre ou un ensemble donc, de nombres qu'on voit, on arrive à identifier donc, un produit, le nom du produit. Donc là, c'est le code ONU qui nous permet. Et le code danger va nous donner donc, la spécificité donc, de chaque produit. Alors, donc, voici l'interprétation donc, des différents chiffres liés au code danger. Voici, donc, je vais vous demander aussi de faire une capture. Donc, on a dit que le premier chiffre, c'est le danger principal. Le second chiffre, c'est le danger secondaire. Et s'il y a un troisième chiffre, déjà, il peut être le danger tertiaire ou subsidiaire, si vous voulez. Et lorsque le chiffre se répète, ça vient intensifier le caractère dangereux donc, du premier chiffre. Et donc, la première plaque va représenter le code danger et la seconde plaque, le code ONU. Donc, le voici ici. On va faire un exemple pour voir si on a compris. Ici, on a 336. Le chiffre 3, on regarde dans le tableau. Le chiffre 3, c'est le premier danger. Le danger, le 3, c'est le liquide inflammable. Le deuxième chiffre, c'est le danger secondaire. Les voici ici. L'interprétation. Le 3, il revient encore à quoi? Inflammable. Donc ici, on a un quoi? Liquide. On ne dira pas liquide inflammable, non, mais liquide très inflammable. Il vient intensifier le caractère donc, du premier danger. Et on a un chiffre, on a un troisième chiffre pour le danger subsidiaire. Donc, on a quoi? 6. Quand on regarde 6, déjà correspond à quoi? Toxique. Donc, c'est une matière qui est quoi? Très inflammable et comment? Toxique. Donc, voici l'information que le produit que vous transportez là, vous donnez au public. Pour ceux qui ont l'information, ils vont savoir qu'attention, ce porteur-là nous donne une information. Il nous dit que son produit qu'il transporte là déjà, le code ONU, voici la spécificité du produit, peut-être c'est le gasoil. Ensuite, 336, c'est un liquide qui est très, très inflammable et toxique, c'est-à-dire qu'il peut prendre feu et il peut donc nuire à notre santé. C'est-à-dire s'il s'évapore, vous voyez donc la nature de l'information va dépendre du comportement. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que la capture est bonne? Est-ce qu'on a compris comment ça fonctionne? Si vous voulez, on peut faire d'autres exemples encore. Donc, 336, liquide inflammable, inflammable et toxique. Donc, on ne dira pas liquide inflammable, inflammable et toxique, mais liquide très inflammable parce que le chiffre 3 se répète pour intensifier les caractères donc, du premier. Donc, liquide très inflammable et toxique. Est-ce qu'on peut avancer? Oui, est-ce qu'on peut avancer? Ok, monsieur Camara, merci. Donc, on peut avancer. Donc, le plus important, c'est arriver à donner l'information à travers le placardage qui nous oblige à pouvoir faire quoi? Plaquer le code ONU et le code danger pour toujours donner quoi? L'information. Parce que quand on prend le contexte de Ouaga, par exemple, celui qui avance, ce n'est pas celui qui a la priorité, c'est celui-là qui est le plus rapide. Pourtant, pour les gros porteurs, ils ont des angles morts où ils ne voient pas les gens. Donc déjà, ils vous donnent une information. Quand on regarde ici le premier, on voit que ici, on a le code ONU qui est écrit 30. 30, directement le chiffre 3. Le premier chiffre 3, c'est un liquide inflammable qui transporte le 0. Le 0, on n'a aucun ajout. Donc ici, on nous dit simplement que c'est une matière c'est un liquide qui est inflammable.
Ici, on voit des pictogrammes. La mention donc, de pollution donc, peut polluer l'environnement. Avec le deuxième caractère rouge qui montre sa réactivité face donc, à son inflammabilité. Donc, voici les informations qu'il donne. Et pour celui-là qui fait un dépassement de vitesse déjà, il s'expose et il expose les autres usagers. Donc, tout dépend de l'information, permet donc aux autres usagers de mieux se comporter lorsqu'ils font face donc à quoi? À un camion qui transporte une matière dangereuse. Ici, on a le 22 comme code danger. Si on revient dans le tableau, le 22 représente quoi? Le 2 pour danger principal, c'est un gaz comprimé. Le 2 pour le danger secondaire, ça monte, ça vient intensifier. Donc ici, on nous dit que, par exemple, gaz comprimé et risque d'émanation donc, de gaz. Donc, c'est comme si ici, le produit qui est transporté ici, c'est un gaz qui est comprimé, voilà. Mais il peut s'émaner aussi. Donc, il y a beaucoup donc, d'informations qu'on reçoit ici. Voilà. Est-ce qu'on a compris la signalisation naturellement? Là, c'est d'autres informations annexes. Bien sûr, on avait vu l'évolution donc que ce soit au niveau donc des pictogrammes. Ça, ce sont les choses qu'on avait vues. Le placardage à travers donc les comme losanges. On a quitté donc du jaune qui donne plus la mention d'avertissement. Attention, attention, je transporte un produit dangereux. À aujourd'hui, quoi? La mention de danger, le rouge, le rouge, le rouge, le rouge, un losange avec une couleur rouge qui nous dit attention, danger, 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 danger. Donc, ce qui nous importe le plus, lorsqu'en Europe, par exemple, tout est organisé. La collectivité est responsable donc de tout ce qui est comme activité liée à sa commune. Donc, toute activité liée au transport des matières dangereuses se fait directement sous l'approbation donc, de la mairie et qui vont délimiter donc les voies pour les voies peut-être qui sont désengorgées où le transport déjà peut se faire. En Afrique, ici, on met beaucoup plus sur l'heure parce qu'on n'a pas vraiment toute cette capacité-là de pouvoir gérer ce flux. Donc, on dira par exemple aux gros porteurs, commencer à produit par exemple de minuit 4 heures du matin. En ce moment, on sait que les autres usagers peut-être se reposent. C'est comme ça qu'on aménage donc un plan de circulation, toujours en fonction du flux entrant, du flux sortant. Donc, on a un coût beaucoup plus axé sur ça, comment arriver à mettre en place un plan de circulation d'entreprise. Donc, on va voir la circulation d'entreprise. Donc, avec toujours le placardage, véhicule transportant des produits explosifs, la mention rouge, transportant donc des produits de nature qui peut polluer les eaux et transportant donc des matières dangereuses avec leurs insignes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on peut maîtriser. On sait maintenant identifier les dangers, mais qu'est-ce qu'il faut faire avant déjà, il faut prévoir des scénarios. C'est comme on l'avait dit. Donc aujourd'hui, tout le monde a cette capacité-là, en fonction donc, des risques encourus, de toujours proposer des actions, que ce soit de protection ou encore même de prévention. Donc déjà, dans la prévention, on va regarder toujours les 5 éléments. Le matériel. Quels sont, en fonction des risques identifiés, quel est le matériel qu'on va utiliser pour mieux accentuer notre plan de prévention? On va prévoir des équipements minimums, radio, comment les gens pourront communiquer, mais on va essayer de voir d'abord pour les radios, est-ce que si c'est un produit qui est inflammable, qui est explosif, est-ce que le fait même de porter un radio ne peut pas entraîner donc une source d'énergie? On va voir tout ça d'abord. Une lampe de torche, de l'eau potable pour celui qui transporte, une boîte à pharmacie, un extincteur, tout ça, c'est le minimum donc, de matériel qu'on peut prévoir. Voilà. Ailleurs, on va informer la mairie naturellement, mais on verra aussi avec le forage et le dynamitage, même en Afrique aussi, pour certaines activités, il faut toujours informer la collectivité. Donc, le PPI, voilà, ils seront toujours aux aguets par rapport encore au plan. Donc, les simulations aussi, il faut faire, il faut participer, il faut former vos travailleurs et les amener déjà à évaluer leur réactivité face à une situation et voir comment ils pourront se comporter. Voilà. Ensuite, une fois que ça arrive, l'urgence, elle est là. Il faut mettre toujours en place un plan d'urgence. Et le plan d'urgence, donc toujours le plan d'urgence, si c'est en entreprise, bien sûr, comme on l'avait dit, les risques de TMD rapprochés. Si c'est en entreprise, vous avez déjà tout scénarisé. Vous avez déjà identifié les points de rassemblement. Vous avez déjà mis en place donc une sirène pour informer les travailleurs. Vous les avez dit, lorsque vous entendez la sirène, comment vous devez. Donc, tout est déjà mis. Mais lorsque c'est diffus, pendant que vous êtes en train de travailler, là, c'est difficile. Vous n'êtes pas dans une zone de contrôler.
Donc, il faut aussi faire des simulations, même pendant le transport difficile, pour voir réellement est-ce que votre équipe arrive à le maîtriser. Généralement, j'avais suivi aussi encore une fois les simulations d'entreprise en pleine circulation pour voir réellement est-ce que le travailleur qui est lorsqu'il arrive, comment il pourra éviter Monsieur, d'aggraver la situation et de mieux protéger. Oui, Madame Kouna. monsieur, il y a souvent votre voix là, ça part, on n'entend rien. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Est-ce que c'est à tous les niveaux? Est-ce que c'est à tous les niveaux? Parce que là, mon volume, il est à son maximum. J'ai vraiment du mal à vous entendre. Yasmine Savadogo. Ah, d'accord. On vous perd souvent. Ok, peut-être problème de connexion. Le volume, il est à son maximum ici, 100%. Peut-être problème de connexion. D'accord, mais je ferai l'effort de porter toujours la voix. Donc, toujours dans le plan d'urgence, naturellement, si il faut faire des exercices de simulation pour voir comment nos travailleurs peuvent arriver donc à pouvoir gérer la situation. Voilà. Donc, lorsque ça arrive, comment ils peuvent donner l'alerte? Est-ce que l'alerte doit se faire à la fois ou au niveau donc de la collectivité, au niveau peut-être des pompiers, etc. Si l'alerte est donnée, est-ce qu'ils ont la capacité de pouvoir contrôler le risque? Sinon, est-ce qu'ils doivent essayer d'arriver à contrôler le risque? Comment ils arrivent à se mettre en sécurité? Donc, tous ces éléments doivent être inclus et formés, instruits donc aux travailleurs pour pouvoir gérer le risque pendant. Et naturellement, après, directement, on va s'informer, on va informer déjà les autorités, on va porter les premières aides naturellement aux premières victimes s'il y en a. Raison pour laquelle, dans ce type de contexte-là, c'est toujours important dans notre checklist de s'assurer, est-ce qu'on a des instincteurs? Est-ce que des boîtes, donc, des boîtes à pharmacie pour pouvoir au moins commencer à gérer, donc, apporter secours aux premières aides. Donc, c'est toujours bon. À défaut de ça, on va évaluer les dégâts et puis mettre en place un autre plan de prévention pour éviter donc que cela n'arrive pas. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Questions par rapport au TMD, donc c'est ça, hein, c'est beaucoup plus la littérature. On est informé déjà du danger que représente le transport des matières dangereuses. Voilà. Comment mettre en place en fonction donc, de son acheminement, c'est ça qui nous importe le plus. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, le reste, c'est beaucoup plus la littérature. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on termine avec les TMD, avec les exercices. On fera 2 et le reste, chacun pourra le faire. Si c'est bon, vous pouvez me l'envoyer sur WhatsApp. Question par rapport au TMD? Question, est-ce qu'il y a des questions? Oui, allez-y. Je regarde dans le chat en attendant. Merci bien, M. Barou. Je Oui, ne sais pas si j'ai bien suivi, mais je voulais qu'on revienne un peu sur les chiffres là. Les chiffres qui sont en bas là, et c'est code de matière ONU, je ne sais pas. le code La ONU. signification, c'est la même chose que les chiffres qui sont numérotés là, matière explosive et autres, je ne sais pas. Je reviens là-dessus. Là, 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 là. Là, c'est bon? Voilà, les 12-30 là, oui. OK, donc déjà, pour revenir rapidement, les premiers chiffres déjà qui sont dans la partie supérieure, 336 représente le code danger. Et le code danger, qu'est-ce que c'est? C'est pour chaque chiffre, quel danger cela représente. Donc, dans ce tableau-là, on arrive à voir l'interprétation donc, des différents chiffres et comment pouvoir donc agencer leur interprétation. Donc, le premier chiffre, le danger principal. Le deuxième danger secondaire, bien sûr, le voici, il est beaucoup plus réparti dans le tableau. Et si on a un autre danger tertiaire même qui est là encore, son interprétation.
Et lorsque le chiffre se répète, comme dans ce cas de figure-là qu'on voit, ça vient intensifier le danger principal. Si on a un X qui précède, ça sous-entend que cette matière qui est transportée là réagit comment? Difficilement avec l'eau, réagit dangereusement donc avec l'eau. Donc, ça a évité de le mettre donc au contact de l'eau. Le deuxième, qui est dans la partie inférieure, voilà, le deuxième chiffre où la flèche se trouve dans la partie inférieure met en évidence ce qu'on appelle le code ONU. Le code ONU, c'est quoi? C'est cette nomenclature-là qui a été mise de façon internationale parce qu'on sait que l'acheminement d'un produit peut se faire de pays en pays pour que déjà tout le monde ait l'information sur la nature de la matière transportée. Donc, le code ONU, c'est beaucoup plus mettre l'accent sur la nature de la matière. Par contre, le code danger, c'est de porter l'information sur les dangers transportés liés à la nature de la matière transportée. Donc, si on voit par exemple 12 030, le 12 030 par exemple peut correspondre au gasoil. Maintenant, quels sont les dangers liés au transport du gasoil? Le chiffre 3 va nous dire, le deuxième chiffre et le troisième chiffre. Ici, quand vous regardez d'autres exemples, par exemple, on a quoi? Le code 2031 représente quoi? L'acide nitrique. Le code 1017 représente quoi? Le chlore. Donc, dans la partie inférieure, ce qu'on voit, c'est le code ONU. Le code ONU, c'est le nom du produit qui nous donne. Par contre, dans la partie supérieure, les chiffres qu'on arrive à voir, c'est les différents dangers liés à la nature du produit transporté. Donc, voici un peu, M. Traoré. Ok, merci bien, M. Bado. Mais je voulais savoir également, et Oui. les 12-30 là, il n'y a pas un tableau pour, non, pas pour savoir que c'est gasoil, mais que c'est Les, 12 je ne vous 030, il reçois pas n'y a pas bien. un tableau. Bon, c'est le vent là, il y a de la pluie ici. Ok, ok, d'accord, d'accord. Vous m'entendez bien? Je dis, les 12 030 là, Ok, je dis, est-ce qu'il y a un tableau qui décrit? oui. C'est-à-dire, comme vous dites que c'est gasoil, non? Non, c'est un exemple que je prends. C'est un exemple que Ah, je prends. Maintenant, votre question, c'est de savoir, est-ce que de la même manière qu'on a un tableau qui nous donne l'interprétation des chiffres par rapport au code ONU, est-ce qu'on peut avoir aussi un autre tableau qui nous donne l'identification, donc quoi, sur la nature des produits transportés? très bien, c'est ça même. Voilà. Donc, déjà ici, on en a tellement de matières dangereuses qui peuvent être transportées que c'est difficile déjà d'avoir un tableau. Maintenant, si on va par exemple sur Internet et qu'on met nomenclature donc de l'ONU liée au code ONU, on peut avoir toute une panoplie donc, de numérotation liée aux matières dangereuses. Maintenant, ce qui est intéressant pour nous, HSE, nous sommes des chasseurs de risques. On met l'accent quoi, sur les risques. Donc, en ce moment, tant qu'on a l'information sur les risques, on saura comment se protéger contre ces risques. Parce qu'on veut transporter. Si c'est, par contre, si ce sont des matières avec lesquelles on travaille, vous allez voir ça dans notre temps qu'on a discuté avec le SIMJIT. On va regarder l'étiquette, on va regarder la fiche de base. Mais comme ici, on transporte, l'information qui nous intéresse le plus, c'est les dangers. Et quels sont les éléments qu'on peut mettre en place où le public doit pouvoir connaître liés donc aux produits qu'on transporte. Donc, c'est un peu ça. Et si c'est en entreprise, par exemple, on utilise par exemple l'acide nitrique fréquemment. Avec l'étiquette, la fiche de données de sécurité, on va retirer des informations et travailler déjà pour protéger nos travailleurs. Maintenant, si on doit le transporter, ce qui nous intéresse le plus, l'acide nitrique, c'est une information qu'on a, mais ce qui nous intéresse le plus, on a déjà l'information sur les dangers et les risques. Donc, ça sera de proposer des actions pour protéger à la fois nos travailleurs et les usagers de la route. Donc, voici un peu, Monsieur Traoré. Merci bien, M. Bado. D'accord, donc on va faire deux exemples pour voir si tout le monde a compris. Et le reste, on pourra le terminer. Ceux qui arrivent à le terminer peuvent me l'envoyer. D'autres ont commencé à le faire. Donc, exercice, comprendre et compléter les codes danger. Identification, identifier la signification d'un code de danger ou déterminer le code à partir de son interprétation. Consigne,
Complétez les cases vides du tableau ci-dessous. Si le code est donné, indiquez son interprétation. De l'autre côté, si l'interprétation est donnée, bah, il faut indiquer le code du danger correspondant. Donc, voici un peu les consignes. Est-ce qu'on a compris? Donc, on va commencer, on va faire les 3 premiers pour voir si l'ensemble, on a compris. Ici, on a le code danger, donc on doit donner son interprétation. De l'autre côté, si on a l'interprétation et qu'on n'a pas le code danger, c'est à nous de nous servir du tableau pour pouvoir trouver quoi? Son code danger. Et c'est comme cela on doit pouvoir le faire partout. Si c'est bon, on y va. 33, 33 représente quoi? Quelle est l'interprétation donc du 33? En fonction donc du tableau et aussi donc les différents éléments qu'on a vus. 33. Qu'est-ce que 33 représente pour nous? Oui, on va le vite. Hein. Inflammable. Liquide 33. inflammable. Liquide Liquide très inflammable. inflammable. Très D'accord, inflammable. donc on est entre liquide inflammable et liquide très très inflammable. Donc finalement, on retient quoi? Liquide très, très inflammable. Comme s'il y a... Très très inflammable, on va expliquer pour permettre aux autres aussi de comprendre. Bon, le premier 3 là, ça c'est le danger principal. Et le Danger, deuxième 3, c'est le danger secondaire. Pour montrer danger. que c'est vraiment, oui, c'est Donc, vraiment, ouais. est-ce que les autres ont bien compris? Donc, le 33, c'est un liquide très, très inflammable. Pourquoi très, très inflammable? On dit que dans le code danger, le premier chiffre nous donne l'information sur le danger principal. Et quand on prend le tableau, on voit que dans le tableau, le chiffre 3 du danger principal correspond à un liquide inflammable. Ensuite, le deuxième chiffre, c'est le danger secondaire. On nous dit lorsque c'est ce même chiffre-là qui revient encore, au lieu de dire danger ou liquide inflammable et inflammable, parce que le 3 correspond à inflammable, mais ça vient intensifier le premier danger. Donc, au lieu de dire liquide inflammable, inflammable, on va dire liquide très, très inflammable. Donc, raison pour laquelle M. Traoré et Mme Kofi disent que 33 correspond à liquide très, très inflammable. Est-ce que c'est compris ou est-ce qu'il y a des questions? Donc, on va aller avec le chiffre 80. Matière corrosive. Matière corrosive. Est-ce qu'on est d'accord ou d'autres? D'autres propositions contraires? Matière Est-ce qu'on corrosive sans danger secondaire. matière corrosive sans danger secondaire? Oui, Parce que zéro, là. le zéro déjà montre qu'on n'a pas de danger secondaire. Donc, on peut se limiter soit, si vous voulez, à matière corrosive tout court, parce que le zéro n'a pas d'influence. Et donc, sans danger secondaire aussi, c'est bon. Le X88 va correspondre à quoi? Danger de réaction violente au contact de l'eau très corrosive. OK. D'autres propositions? Danger de réaction violente au contact de l'eau très corrosive. Le 8 dans le tableau correspond à quoi? Le 8 dans le tableau correspond à quel type de danger? Matière corrosive. Matière corrosive. Donc, Oui, oui. X88 va correspondre à quoi? Euh, Comment on va agencer? matière corrosive très dangereuse. Bon, oui, j'espère que c'est ça. D'autres propositions. Donc, on avait vu que dans le cours, lorsque Danger de réaction violente au contact de l'eau. danger de réaction violente au contact de l'eau. Et donc, on avait vu que on nous disait, lorsque le chiffre est précédé d'un X, ça sous-entend que la matière a réagi difficilement ou dangereusement au contact de l'eau.
lorsqu'il est précédé d'un X. Donc ici, ça veut tout simplement dire que on a une matière, comme on a 8 qui correspond à matière corrosive, le deuxième 8, matière encore corrosive, donc on dira matière très, très corrosive qui réagit comment? Difficilement ou encore dangereusement au contact de l'eau. Est-ce qu'on me reçoit? Oui, oui. OK. Donc, on peut avancer avec un autre exemple. On a Oui, appelé le couteau, hein. non, c'est simplement dans l'agencement parce que là, on a commencé par le danger qui réagit difficilement avec de l'eau, matière très, très corrosive. Donc, pour le agencement, on peut parler déjà. Parce que le X7, il précède, mais il n'influence pas. Donc, on va commencer par matière très, très corrosive, mais qui fait quoi? Qui réagit difficilement avec l'eau. Donc, ça sous-entend que lorsqu'on arrive, si le jour qu'on est témoin, par exemple, d'un accident de circulation avec une matière, le premier réflexe qu'on doit pouvoir voir, c'est de regarder quoi? Le code danger. Donc, même dans la manière donc, de pouvoir gérer, atténuer donc, le sinistre dont on est témoin, si on appelle les pompiers, il faut qu'on leur donne cette information. Parce que s'ils viennent utiliser l'eau, soit si c'était un gaz, si c'est un feu qu'ils peuvent l'éteindre, ça signifie que au contact de l'eau, la matière va réagir violemment. Soit peut répandre un nuage toxique, elle peut créer une explosion, elle peut polluer l'environnement et beaucoup de choses qui peuvent porter atteinte soit à la santé, à l'intégrité ou même encore à l'environnement. Donc, c'est une très, très bonne information qu'on va pouvoir avoir. Gaz toxique et inflammable va correspondre à quel code de danger? On va terminer avec Moi, je propose deux, 263. 263. Autre proposition pour terminer, gaz toxique et inflammable. Le 2 correspond à quoi dans le tableau? Gaz comprimé, je pense. Gaz comprimé. Moi, je Ensuite, propose 223. le 223. OK, donc 263 contre 223. Pour le 263, le 2 correspond au gaz comprimé. Le 6 va correspondre à quoi? Euh, Au niveau secondaire, là, là correspond à toxique. Matière toxique. C'est Oui. toxique. Matière toxique, OK. Et ensuite, maintenant, inflammable 3, donc 263. Pour Monsieur Traoré, Je rejoins 223. Madame Fouki. Je rejoins Madame Fouki. La matière, je vois le 6 là maintenant, matière toxique. Matière toxique. Autre proposition. Les autres, il faut qu'on propose. Il faut qu'on propose. Moi, je propose 600 630. 630. Pourquoi 630? Le 6. 6 comme toxique, le 6. 3 comme inflammable, bon, Mhm. 0 comme rien. D'accord, on voit que 0, 0, 0 peut avoir une utilité ici, mais comme 0, vous avez 20 000 francs dans votre compte. Si on dit 0 francs. Donc le 0, il n'est pas forcément important. Donc vous avez proposé 600, donc ça va rester quoi? 63, c'est ça. Monsieur Camara, 63, hein, c'est ça aussi. Oui, oui, 63. Donc, maintenant, on vous regarde entre 63 et puis 260. Voilà, 63 et 263. 6 qui correspond à une matière toxique et inflammable. Donc, on essaie de voir et puis ensemble, on va voir les deux propositions, quelle proposition on arrive à retenir. Donc, le 2 correspond à un gaz comprimé. Pourtant, le 6 va correspondre à une matière toxique. Donc, ici, on n'a pas une information que le gaz qui est transporté est comprimé. Parce que quand quelque chose est comprimé, ça signifie qu'il a cette capacité de pouvoir s'exprimer. Par contre, un gaz peut être comprimé.
Et si l'information qu'on a ici, on dit que le gaz transporté il est toxique, mais il n'est pas comprimé. Si on Monsieur, revient avec... pardon, on vous entend pas. Désolée, on vous entend pas. Wow, c'est tellement le réseau, les réseaux, je suis très très proche du micro. Donc, je reviens déjà aux deux propositions qu'on a, celle donc de monsieur et de madame Kofi, 263. On sait que le chiffre 2 du code danger fait beaucoup plus allusion à quoi? À un gaz qui est comprimé. Donc, pourtant, un gaz peut être comprimé sans être toxique. Et le fait qu'un gaz soit comprimé, on a d'autres caractères qui s'associent déjà à gaz, etc. Par contre, ici, on met l'accent beaucoup plus sur un gaz qui est comment? Qui est toxique. Donc, si on revient avec la proposition de M. Camara, une matière peut être considérée donc comme un gaz. Elle peut être solide, liquide ou gazeux. Donc, pour moi, le gaz toxique peut représenter quoi? Une matière toxique. Ensuite, le inflammable à travers le chiffre 3. Donc, pour moi, la meilleure proposition ici, c'est celle de M. Camara, donc 63. Gaz toxique, représenté par la matière toxique, oui, et le 3 inflammable. Parce que ici, si on veut utiliser le 2 comme un gaz qui est comprimé, le fait qu'il soit comprimé même nous donne une information sur d'autres types de dangers. Par contre, ici, on veut nous montrer que le gaz, il est toxique et non comprimé. Donc, voici un peu. Est-ce qu'on me reçoit? Est-ce qu'on me reçoit? Est-ce qu'on me reçoit? Oui, oui, on vous reçoit, mais euh, le 63 n'indique pas qu'on parle de gaz. Ça pourrait être un Le soix- liquide toxique et inflammable. Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, le 6 ne montre pas que c'est un gaz. Par contre, le 2 nous dit que c'est un gaz qui est comprimé. Mais ici, l'information, parce que l'information qu'on donne nous permet déjà de mieux gérer la situation. Si on nous dit que c'est un gaz qui est comprimé, on sait que, attention, on a beaucoup plus fait attention pour éviter les secousses parce que c'est un gaz qui est comprimé qui peut s'exploser à tout moment. Mais ici, l'information qu'on nous donne, on nous dit que c'est un gaz qui est comprimé. On ne dit pas les conditions dans lesquelles il est transporté. Est-ce que c'est un gaz qui est dans un flux? Là, il n'est pas comprimé, mais il est à la fois toxique. Comment il est transporté? Ici, on veut nous montrer, on ne montre pas les conditions dans lesquelles il est transporté. On nous dit simplement la réactivité électrique. Donc, raison pour laquelle ici, pour moi, à mon sens, le gaz comprimé par le chiffre 2 n'a pas son sens. Par contre, quand on dit une matière peut être solide, elle peut être liquide, elle peut être gazeuse. Donc, quand on va dire matière toxique, le gaz, c'est une matière. Mais ici, elle est beaucoup plus toxique. D'où le chiffre 3, le chiffre 6 ici a beaucoup plus d'utilité ici par rapport au chiffre 2. Donc, voici. Mais on peut toujours discuter pour trouver un compromis. Et c'est surtout ça, le QHSE. Voilà, parce que sur le terrain, on discute, chacun propose. Le plus important, c'est d'adapter la bonne information et mieux prendre compte, tenir compte des informations pour mieux protéger donc, nos travailleurs. Donc, pour la suite, on peut le terminer. Voilà. Mais comme on est déjà pris par l'heure, donc on va stopper. Ceux qui veulent continuer peuvent le faire et puis me le soumettre plus tard. Est-ce qu'il y a des questions sur les TMD? Rapidement, TMD, est-ce qu'il y a des questions? Alors, déjà comme information, pour ce qui concerne la suite, le programme suit toujours son cours. Actuellement, vous allez voir qu'avec le programme, on a mis un peu, on ne tient plus compte. On a voulu faire, pour ceux qui suivent en présentiel, le cours déjà sur la rédaction donc, des CV. C'est pour cela que vous allez voir qu'aujourd'hui, au lieu déjà de faire le dynamitage, on a beaucoup plus mis l'accent sur la rédaction, les techniques donc, de rédaction donc, du CV. Tout simplement parce qu'on est déjà anti vers la fin du du deuxième. Donc, ça fait que on a beaucoup d'opportunités d'offres qui sont là. Donc, on introduit directement ce module-là pour permettre déjà aux candidats qui, à travers les modules déjà qu'on a déjà vu, pour les préparer déjà à aller en entreprise. Parce que quand on nous demande de proposer des HSE,
c'est pas leur CV. Donc, le module sur la rédaction du CV leur permet déjà de comment bien gérer. Et ensuite, l'exemplaire même du CV qui a été publié dans le groupe, c'est déjà de l'utiliser pour pouvoir adapter à leur profil. Voilà, donc aujourd'hui, pour ceux qui suivent en présentiel l'ont vu, on va essayer de voir dans quelle mesure en ligne on pourra trouver une date. Si jeudi c'est possible, on va le faire. Sinon, on va trouver encore une autre date où on pourra discuter donc de ces questions liées donc sur la rédaction donc, des CV et de tout ce qui est comme document pour pouvoir postuler pour un emploi. Donc, ce sont les informations qui sont là. Pour la suite, le programme suit son cours. Donc, Monsieur Tidani est toujours en ligne. On va lui arracher aussi un mot, voilà, et mettre fin à la séance. Alors, merci beaucoup, Monsieur Bado. Et j'ai suivi vraiment avec beaucoup d'intérêt et bravo aussi aux participants pour le niveau vraiment également le niveau du cours parce qu'on voit ils sont impliqués. Les gens essaient quand même d'interagir, c'est ce qui est important. Voilà. Et pour ma part, vraiment, il n'y a pas grand commentaire. C'est juste pour dire que vu vraiment la technicité donc de la matière, c'est de continuer à vous entraîner à faire des exercices, voilà, même à la maison pour pouvoir mieux vraiment comprendre ce que le professeur a dit. Merci beaucoup, merci. D'accord, merci Monsieur Tidjani. Donc, pour ceux qui sont en entreprise, les exercices qu'on donne, il faut les adapter à votre entreprise. On a fait un exercice déjà sur l'inspection des lieux. Vous pouvez essayer de le faire en entreprise et le soumettre. Donc, ça, comme déjà vous êtes déjà sur le terrain, facilement déjà vous saurez déjà comment mieux utiliser ces outils-là. L'analyse des risques à travers le GHA, le GSA, tout ça, tous ces éléments ont été mis donc à votre disposition. Voilà, donc voici un peu. Je rappelle aussi que M. Nikema est toujours disponible pour ceux qui ont vraiment besoin de lui. Ils peuvent toujours le voir. Voilà, donc notre numéro reste ouvert. D'accord, donc sur ce, merci de votre présence. Voilà, beaucoup d'interactions surtout. Donc, prenez soin de vous et très bonne semaine à vous. Donc, le module, y compris les supports et contenus seront publiés dans le groupe. Donc, bon début de semaine. Merci. Merci, Pour les Monsieur exercices Bado. là, Merci, Monsieur Tidjani. Monsieur Bado, Oui, M. Traoré. oui, généralement pour les exercices là, nous qui ne sommes pas en entreprise, souvent moi je vois que c'est mais si c'était des cas pratiques où il y a un texte où on peut voir le texte pour faire des réponses, ça allait être un peu bien quoi. Oui, je sais que le module sur le SIMDUT, c'est un cas pratique. Le module sur le SIMDUT, voilà, c'est Bon, un oui, je cas parle pratique. des autres exercices. OK, d'accord. Déjà, Oui, on peut le faire pour vous, pour que déjà vous arrivez déjà à l'utiliser pour... Il n'y a pas de problème. Donc, par rapport à l'inspection, par rapport à l'analyse donc, des risques, par rapport au 5S, pourquoi pas. merci bien. Voilà, merci bien, Agréable de vous. merci. Voilà, bonne soirée à vous et bon début de semaine. Merci beaucoup.